la non-lucrativité nous a permis d'être ce mouvement citoyen parce que c'est extrêmement rassurant pour tous ces particuliers. Le fait d'être cette masse a fait que des gens plus aisés, plus fortunés, ont fait confiance au projet et ont dit « moi, je veux aussi aider ce projet parce que je le trouve beau, fou, il y a des valeurs ». Enfin, il y a plein de choses. Il y a des jeux psychologiques comme ça qui vont jouer. Donc, par exemple, s'il y avait eu de la lucrativité, est-ce qu'on aurait touché les citoyens? C'est pas dit. Personnellement, je pense pas. Peut-être qu'on aurait eu plus facilement accès à des gros montants financiers, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est quand au sein de tes actionnaires, tu as ceux qui viennent pour l'impact et ceux qui viennent pour le rendement financier. Comment tu fais dans une assemblée générale quand on te demande de trancher entre plus d'impact ou plus de retours financiers? C'est le bordel, parce que tu vas avoir deux camps. Et donc, tu vas diviser aussi, fracturer ton unité dans la recherche de ce qui est fait. Et donc, je pense que ça pose des problèmes à moyen terme, le fait d'avoir cette rentabilité financière dans un projet à impact. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission L'entreprise d'après, dans laquelle nous évoquons à travers des entretiens l'urgence de transformation des entreprises. Des transformations sociales et environnementales qui peuvent parfois s'avérer anxiogènes pour celles et ceux qui font l'entreprise. Nous collectons ici des solutions avec des experts et expertes qui ont théorisé ou mis en application la place de l'entreprise dans la transition écologique. Je reçois aujourd'hui Nicolas Sabatier. Bonjour Nicolas. Salut. Alors Nicolas, tu es cofondateur de Time for the Planet, qui est une entreprise qui a pour but de lever des fonds pour déployer 100 innovations dans la lutte contre le changement climatique. Et il y a une particularité aussi à Time for the Planet, c'est que vous êtes une entreprise à but non lucratif. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer pour toi ce que c'est une entreprise à but non lucratif et puis en même temps aussi un petit peu expliquer tout le fonctionnement, le modèle de Time for the Planet? Bien sûr. Alors déjà, il y a un truc hyper important parce que ça sonne pas d'argent, ou l'argent c'est sale quand il y a but non lucratif. En réalité, quand on dit on est une société à but non lucratif, donc on est juridiquement une société commerciale, mais à but non lucratif, ça veut dire que l'argent qui va être généré, le profit, les bénéfices, etc., ne vont jamais être distribués auprès de ceux qui possèdent l'entreprise. En fait, c'est ça la lucrativité, c'est des gens qui se regroupent dans le but de s'enrichir. Ça, c'est le code civil qui le définit. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit, nous, que le but de l'entreprise devait être de résoudre un problème. En l'occurrence, de contribuer à résoudre celui du dérèglement climatique, des gaz à effet de serre. Et donc, pour faire ça, il faut de l'argent. Parce que l'argent, ça te permet de payer des gens pour travailler. Et donc, du coup, tu as une force d'action. Forcément, si tu es tout seul à travailler sur la construction d'un barrage, ça va être compliqué. Mais si tu peux employer 10 000 personnes pour construire un barrage, tu vas y arriver. Donc, l'argent est un moyen d'acheter du temps et de pouvoir avoir un impact. Le fait d'être ce type de société, c'est que comme il va nous falloir de l'argent pour avoir de l'action contre les gaz à effet de serre, si à un moment dans la route, on se dit « Ok, cet argent qu'on a généré, on va le partager auprès des gens qui possèdent l'entreprise », en fait, c'est dommage parce que ces personnes qui sont là pour l'entreprise sont là pour résoudre le problème. Donc, si on sort de l'argent alors qu'on va avoir besoin d'argent, c'est un petit peu comme rouler à vélo avec une chambre à air qui est un tout petit peu percée. Ça marche, mais tu as la pompe dans ton sac à dos et tous les 100 mètres, tu remets un petit coup dans la chambre à air. Et donc, du coup, tu es un peu moins efficace. Donc, une entreprise, une société à but non lucratif, c'est comme n'importe quel type de société dans son fonctionnement. Ça va générer de l'argent, ça va avoir des personnes qui travaillent, etc. La seule différence, c'est que tu mets une rustine dessus en disant tout l'argent qui va être généré va sans cesse retourner dans le projet. Et plus il y a d'argent, plus tu es indépendant, autonome, plus tu peux faire tes choix d'action, etc. et avoir l'impact que tu souhaites. Donc pour la création de Time for the Planet, pour toi et donc pour les autres, c'était impossible de le faire sous forme d'association, rien à voir. Si, on pouvait le faire sous forme d'association. Alors pourquoi du coup avoir créé plutôt le système entreprise plutôt qu'un système association? La différence entre une entreprise et une société, c'est un truc qui est assez mal perçu ou compris. Là, c'est peut-être les relents de juristes de formation que je suis, mais très souvent, on va opposer justement
L'association qui est là pour une cause, ce qui est vrai, et la société qui est là pour générer et partager du profit, ce qui est globalement vrai aussi. Et en fait, la grosse différence, finalement, elle n'est pas là, elle est sur la gouvernance. C'est qui possède et qui décide. Et en fait, dans une association, tu as une sorte de double direction, un truc un peu bicéphale, à deux têtes, avec d'une part les gens qui travaillent sur le terrain au quotidien, direction et salariés, et puis de l'autre côté, un conseil d'administration qui, lui, est l'organe officiel de gouvernance, qui décide. Et en fait, très souvent, dans les associations, tu vas avoir un décalage qui va se passer entre le terrain et puis ceux qui réfléchissent, qui pensent et qui disent « il faut faire ça ». Donc quand ça s'entend bien, ça va, mais c'est un risque. Dans une société, en général, là encore, celui qui va créer possède son entreprise et donc possède le pouvoir de décision. Et donc, c'est extrêmement efficace. Par contre, quand tu dois créer quelque chose de rapide, tu n'as pas besoin de convaincre un conseil d'administration de dire il faudrait faire ci et ça. Surtout qu'officiellement, c'est le conseil d'administration qui a le pouvoir. Là, je parle dans un modèle associatif. Tu pourrais avoir aussi d'autres formes juridiques avec les coopératives ou autres. Voilà. Mais dans le choix de Time for the Planet, ça a été à la fois la non-lucrativité, c'est-à-dire de dire on est là pour résoudre un problème, et le fait qu'il faut avoir une prise de décision très forte pour faire émerger de terre ce projet parce qu'on le voulait collectif. Si jamais, à travers un collectif, il y a ce côté ouais, on est 10 000 et on va prendre les décisions à 10 000, en fait, tu t'en sors pas. Mais comme, on va dire, c'est ton entreprise, bah, en fait, c'est beaucoup plus accepté que c'est toi qui vas décider. Et du coup, tu vas gagner en efficacité. Donc en fait, c'était réunir la force des associations avec, entre guillemets, la pureté de leur mode d'action, de leur action, et la force des sociétés, c'est-à-dire sur leur choix de gouvernance et de prise de décision. Et donc, c'est la raison principale. Donc vraiment, qui possède, qui décide. Sachant que moi, je possède pas Time for the Planet. Qui le possède? Eh ben, c'est 70 000 personnes. Et ça, c'était l'autre grosse volonté de Time for the Planet, c'était de se dire, OK, on n'a pas d'argent, on n'a pas de réseau, comment on démarre la machine Time for the Planet? Et ça a été de se dire, bah, nous, notre constat, c'est que quand tu veux agir pour le dérèglement climatique, tu es assez vite limité, tu fais ta part, tu réduis toutes tes émissions, tu changes tes habitudes, etc. Mais tu vois que ça continue de se réchauffer et que c'est pas suffisant. Et donc, Time se voulait un outil complémentaire pour répondre à cette angoisse un petit peu d'impuissance. Et donc, on souhaitait que chaque personne puisse devenir copropriétaire de Time for the Planet, qui est un outil, donc copropriétaire d'un outil quelque part, qui permet d'avoir de l'impact, du poids dans des domaines plutôt industriels, mais pas que, où tu pourrais pas en tant que particulier. Ok. Donc, concrètement, la non-lucrativité, elle se passe à quel niveau? Parce qu'il y a l'entité Time for the Planet, il y a aussi toutes les filiales qui sont créées, donc les innovations. Ça se passe sur les deux parties? Non, ça se passe que... c'est pour ça qu'il faut donc non-lucrativité, et j'ai oublié de le préciser, c'est à opposer à non-rentabilité. Le fait d'être rentable te permet d'être indépendant économiquement et donc politiquement. Tu as un circuit d'argent qui te permet de décider de faire ce que tu veux, tu es indépendant. Nous, aller chercher aujourd'hui des actionnaires, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Bah, le but, c'est quand même à un moment de réussir à plus avoir besoin de le faire. Parce que nous, ça ne nous enchante pas spécialement de communiquer et d'aller chercher des gens. Ça prend du temps, de l'énergie. Donc, l'objectif, c'est quand même la rentabilité sur les entreprises qui ont ces innovations. Oui. Donc, en effet, Time, sa mission, c'est de créer des entreprises, co-créer des entreprises, si je peux être plus précis. Et donc, dans le modèle économique qui est visé à moyen et long terme, parce que là, je te parle d'un truc extrêmement compliqué à faire, mais ça va être le fait que les entreprises qu'on possède vont générer du profit. Eux, c'est un système classique, ils vont le répartir, soit le laisser dans le projet pour des investissements, soit le remonter à des actionnaires. Donc, à moyen terme, on pourrait imaginer qu'il y ait des remontées de dividendes issues des filiales. Plus il y a de filiales, plus tu as de remontées de dividendes. Ça, c'est dans le cas où Time for the Planet se retire de... Non, ça, c'est le cas où on reste dedans, on a des participations. Et donc, en tout cas, co-géré, vous n'êtes pas le seul investisseur. Et donc, qui reçoit des dividendes? Eh ben, les actionnaires de la filiale, dont Time for the Planet est un actionnaire. Mais généralement, tu vas avoir l'innovateur, tu pourras avoir des salariés, tu pourras avoir d'autres investisseurs financiers.
peu importe, les copropriétaires des filiales où il y a Time vont pouvoir toucher des bénéfices. Donc là, c'est un système classique. Donc ça permet de remonter de l'argent à Time. Cet argent remonte à Time. Et là, il y a la petite rustine. Donc, il repart dans la création d'autres entreprises. Et ça, c'est le court terme quand on y reste. Et puis, si elle marche bien, ce qui est très dur, ce qui est très, très dur. Et en général, il y aura besoin de tellement réinvestir dans ces filiales et elles-mêmes que c'est pas pour demain. Tu pourrais avoir un autre moyen de financer Time, c'est que parfois, nous, on va y aller au début pour mettre les premiers millions, quand c'est vraiment casse-gueule, que personne veut y aller, etc. Mais tu peux avoir des projets qui peuvent avoir besoin de centaines de millions d'euros d'investissement pour passer à des phases plus grosses, plus industrielles. Et donc là, c'est pas forcément nous qui avons suffisamment d'argent pour pouvoir pousser là-dedans. Et donc, tu fais appel à des nouveaux actionnaires et une des façons peut-être de le faire, c'est de dire qu'ils nous rachètent, nous, nos parts. On n'a plus notre utilité. La nôtre, c'est de faire sortir ça des labos, des têtes, des garages, etc., de trouver les modèles économiques, de partager gratuitement avec les principes de l'open source pour que ça se diffuse. Donc ça, c'est notre mission. Une fois que ça, c'est en route, on ne sert plus à grand-chose. Et donc, si nos actions prennent de la valeur et quelqu'un veut les racheter, et ben de nouveau, cet argent retourne dans la caisse Time for the Planet, la petite rustine, et on peut refaire une boucle. D'accord. Donc, je vois très bien le lien ici, par exemple, directement avec Time for the Planet par rapport à la transition écologique du fait du modèle. Sinon, en dehors de ça, est-ce que le modèle juste d'entreprise à but non lucratif s'inscrit dans cette transition écologique? Ouais, je pense vraiment. C'est un modèle qu'on a expérimenté il y a une douzaine d'années, donc avec Mehdi Colli, un des cofondateurs de Time. Il y avait cette idée de se dire, on veut contribuer à résoudre un problème. En l'occurrence, le domaine, c'est les colonies de vacances. Il y a assez peu de places faites pour les enfants en situation de handicap. Et donc, est-ce qu'on est capable d'autofinancer ce projet et de leur faire une place? Donc, on crée des systèmes de bourse qu'on autofinançait. C'était les inscriptions de tous les parents qui faisaient qu'on arrivait à payer des animateurs ou des animatrices qui venaient en plus encadrer. Et ce système-là, on aurait pu le faire sous une forme de société avec un but non lucratif ou d'association, etc. C'est pour ça que je dis que la différence, c'est la gouvernance et pas autre chose. Et on l'a fait sans subvention ni privée ni publique. Vraiment, on a réussi à s'auto-débrouiller, démerder. Et je pense que tu pourrais prendre n'importe quel problème de société, social, environnemental ou autre, et te dire, je dois trouver un modèle économique qui me permet d'assurer ma viabilité et mon rayonnement, mon impact, si je peux utiliser ce terme. Mais si tu veux sauver les éléphants ou planter des arbres, tu pourrais tout à fait avoir, je sais pas, un bar-restaurant et qui considère que 100% de ses bénéfices vont servir à planter des arbres. Et tu vois, il y a une activité qui est différente de ton but, mais à la fin de l'année, ce qui est important pour l'humain, c'est de mesurer son action. Son action au sens ce qu'il a fait. Donc en général, l'humain, il va se dire on va prendre l'argent parce que c'est le seul point commun que tu peux avoir entre toutes les entreprises du monde. Et tu as un jeu de qui a la plus grosse, qui, à mon avis, est d'un ancien monde. Mais en termes de sens, si ton but, c'est de régler un problème de société ou de contribuer à régler un problème de société, tu pourrais compter les éléphants que tu as sauvés, les arbres que tu as plantés, etc. Ça donnerait vachement de sens et de bonheur, je pense, aux gens qui travaillent. Parce qu'ils savent à quoi sert leur énergie. Je pense aussi. Alors, tu l'as dit juste avant, Time aujourd'hui, c'est 70 000 personnes qui y contribuent, 70 000 actionnaires. Comment tu peux expliquer que finalement, ce qu'on peut appeler comme un renoncement au profit, ça fonctionne autant? Aujourd'hui, l'investisseur, il est là pour avoir un retour sur investissement. Aujourd'hui, le retour chez Time, il n'est pas en termes financiers. Et alors ça, c'est bien que tu le précises, parce que c'est ce que j'allais dire, c'est il y a un sous-entendu dans le langage français de dire il faut un retour sur investissement. Mais en fait, il faut un retour financier sur investissement. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on va mettre de l'argent sans qu'il y ait de retour financier. Je vois des gens qui payent des écoles à leurs gamins. Des fois, on va se mettre à pratiquer du sport, c'est pour s'entretenir et être en bonne santé, ou pour être plus accepté socialement. Enfin, il y a plein de cas. Quand on va acheter des tableaux, visiter des musées, on investit pour son capital culturel, mais on n'utilise pas ces termes, mais en même temps, des fois, on les utilise. Tu vois, j'investis pour l'avenir de mes enfants. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'on se rend compte à quel point les gens ont du mal à faire ce switch. Quand on s'est lancé en 2019, à l'automne 2019,
forcément, les gens nous disaient, c'est pas possible, vous trouverez jamais d'actionnaires s'il n'y a pas de retour, ils sous-entendaient, financier sur investissement. Aujourd'hui, il y en a 70 000. On peut être actionnaire à partir d'1 € et les plus gros actionnaires ont mis 1 ou 2 millions d'euros. Et donc, on arrive à avoir ce panel extrêmement large qui démontre, parce qu'à un moment, quand tu trouves des gens qui mettent des sommes pareilles et que tu trouves autant de personnes qui le font, avec des sommes plus petites, hein, tu vois, la moyenne, elle doit être autour de la médiane, parce que moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais la médiane, elle est autour de 50 ou 60 euros, je crois. Dans la tête des gens, en effet, ils se doutent bien que c'est pas avec 60 balles qu'ils vont révolutionner le monde. Par contre, nous, la mesure qu'on leur rend à la fin de l'année, elle est uniquement sur l'impact. C'est ce qu'on appelle le dividende climat. C'est un petit clin d'œil, mais c'est les tonnes équivalent CO2 captées ou réduites sur toute l'année Time for the Planet. Depuis qu'ils sont devenus actionnaires et depuis tous les investissements qui ont eu lieu depuis qu'ils sont arrivés. Donc on a un retour concret. Il y a un retour concret parce que si je te dis juste ouais, on va régler un problème et puis que je te fais des tours de magie de communication, en fait, je suis un charlot. Donc, à la fois, tu dois communiquer pour dire ce que tu cherches à atteindre comme impact, et à la fois, c'est hyper important de réussir à quantifier ton action. Donc, c'est ça qu'on va rendre à nos actionnaires. Si je pousse de façon plus large, c'est de dire, en fait, on vise ensemble une planète habitable à la fin du siècle. Alors, malheureusement, à notre échelle que Time, on va pas pouvoir y arriver, mais si on peut à minimum démontrer qu'il y a des modes d'action qui sont faisables, on sera déjà super fiers. Et puis si on nous dit dans 20 ans, Time a contribué à 1% de réduction des émissions de gaz à effet de serre mondiaux, c'est tellement gigantesque qu'on aura de quoi tous être fiers. Pour toi, c'est généralisable ce modèle? C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres entreprises comme ça, donc qui cherchent à lever des fonds sans avoir de retour financier? Alors, oui, je l'affirme de deux points de vue. D'un point de vue juriste, parce que toute règle de droit est créée par l'humain, donc on peut créer ce qu'on veut. Il n'y a rien qui l'empêche. La preuve, on est en train de le faire en ayant bricolé des statuts. Est-ce que ça va fonctionner? C'est ça la question. Le fonctionnement, c'est pas lié au statut, en fait. C'est pas ta forme juridique qui va faire que c'est un succès ou un échec. Ce qui va réussir ça, c'est ta mise en œuvre, ton exécution. Ça, c'est vachement dur, par contre, en revanche, d'avoir les bonnes personnes qui te permettent d'atteindre un objectif sociétal. Mais d'un point de vue entrepreneur, donc créer un projet, l'animer, le faire vivre, là encore, je l'ai fait plusieurs fois avec des amis ou des associés, et donc je sais que ça fonctionne. Donc, est-ce que c'est généralisable? Oui. Maintenant, il faut changer les imaginaires. C'est-à-dire que le cerveau humain, il déteste perdre quelque chose. Donc, quelqu'un qui va mettre de l'argent dans l'espoir de gagner de l'argent, c'est assez facile à trouver. Quelqu'un qui va mettre de l'argent, même en ayant la quasi-certitude que ça va pouvoir avoir un impact non financier, mais que ça va pas lui rapporter d'argent, c'est hyper dur. Ça s'appelle l'aversion à la perte, c'est un biais cognitif. Et voilà. Par exemple, nous, on va se frotter à toutes les associations où il y a de la déduction fiscale. Les gens, cet argent-là, ils ne le reverront pas. Ils vont économiser une partie de leur impôt. Presque, ils préféreraient le mettre là-dedans plutôt que chez nous où juridiquement, tu ne vas pas gagner de déduction fiscale. Tu gagneras pas de profit financier. Par contre, tu as un bout de papier qui a la valeur de ce que quelqu'un est prêt à te racheter. Et donc, ton argent, tu l'as toujours, mais sous une autre forme. Si tu es actionnaire, que tu as mis 1 million et que moi, personnellement, dans 1 million, je me dis je veux des actions de Time for the Planet parce que j'adore ce qu'ils font, leur culture, leur impact, etc. Je peux te les racheter. Je peux te les racheter 1 million, 500 000 ou 2 millions, peu importe. Ça, c'est de gré à gré, c'est entre nous, on décide. Donc, oui, et je pense que tu pourrais vraiment, en plus de ça, te servir du système avec des gens qui visent que de l'enrichissement financier. Tu montes un super projet pour sauver les éléphants. Globalement, t'es pas très connu encore, personne ne croit trop en toi, mais ta méthode, elle est géniale. Tu arrives à sauver des éléphants. Tu pourrais avoir des gens purement dans la finance et même spéculatifs qui disent « Ok, j'investis dans ton machin et je fais le pari que tu vas tellement sauver d'éléphants que tous les fans d'éléphants du monde, voire même des millionnaires, des milliardaires, peu importe, on n'en sait rien, voudront tellement posséder des parts de ton entreprise comme ils possèdent un tableau ou une grosse voiture, parce que l'humain a besoin de se montrer en société. Et peut-être que ça pourrait être cool dans des imaginaires qui auront changé de posséder une entreprise qui sauve les éléphants. Et du coup, ils arriveraient à, eux, revendre plus cher leurs actions là-dessus.
Ce qui n'est pas du tout le but de Time. Mais j'essaye juste de démontrer qu'on change globalement pas grand-chose au système d'organisation sociale du monde, aux biais cognitifs, pourquoi les gens veulent posséder des choses, pourquoi les gens se montrent, etc. Donc, d'un point de vue entrepreneurial, pour le faire et juridique, il n'y a rien qui l'en empêche. Par contre, il y a quand même quelques imaginaires à changer et surtout, le démontrer. Par rapport à ça, j'imagine que tu as dû voir toutes les levées de fonds des startups à plusieurs milliards qui sont là. Quelle est ta réaction, toi, personnelle à ça? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de direction de l'argent, de l'investissement en tout cas? Alors, mon avis personnel, je pense qu'il vaut pas grand-chose parce que je suis personne et voilà. Il y a, je crois que c'est Sénèque qui disait beaucoup, faut pas trop regarder ce que fait le voisin, sinon tu te donnes beaucoup de raisons de devenir un peu triste et aigri. Donc, on essaye pas du tout on se concentre pas du tout sur ce que font les autres, etc., sur ce que tu fais toi. Nous, notre constat, c'est que, ouais, forcément, à la fois, on va très vite. On rassemblait 12 millions en 3 ans en partant de rien, en n'ayant pas de réseau. Enfin, c'est quand même un peu c'est rare. Mais pour autant, ouais, là, on parle plutôt d'aller chercher des centaines de millions, voire des milliards. Est-ce que tu y vois une limite au fait de pas avoir de retour financier ou pas du tout? Ce qu'on découvre et qui nous surprend, c'est que dans les milieux financiers ou dans des grandes familles, des grandes entreprises, la rentabilité financière n'est pas leur critère. C'est-à-dire qu'on a vraiment des discussions avec des gens, c'est pas leur sujet. Et la preuve, tu vois, des gens qui vont mettre 1 million, 2 millions, je veux dire, ils sont comme celui qui a mis 1 euro, hein. Ils ont rien à gagner. Il y a plein de gens qui croient ça. Ah, il y a un avantage fiscal caché quelque part. Non, vraiment pas. C'est pire. On aurait dû prendre une asso, on lèverait plus facilement des fonds. On a fait le Z-Event, un énorme événement caritatif. De notre statut, il y a 2 millions d'euros qui nous est passé sous le nez. C'est délirant. Et les gens disent, ah, vous n'avez pas besoin. Si, on a besoin parce qu'au quotidien, on n'utilise pas les 2 millions pour travailler, on n'utilise que 10%. Cela étant, je me suis perdu dans ta question, mais redis-moi, tac. Est-ce que tu vois une limite justement au fait de renoncer au profit pour les investisseurs? Est-ce que pour toi c'est une limite à justement ne pas pouvoir avoir autant que ce que tu aurais pu avoir s'il y avait un retour financier sur investissement? Eh ben, souvent, on se pose la question et de te dire, est-ce qu'on aurait dû choisir un autre modèle, une asso ou une société qui, je sais pas, par exemple, il y en a plein qui me disent, ouais, même un retour financier limité, tu vois, 1%, etc. En fait, on ne saura jamais. Enfin, si, parce qu'il y en a qui le font, donc on verra ce qu'ils arrivent à faire. Et en fait, je pense que tu peux pas tout avoir. Je pense que la non-lucrativité nous a permis d'être ce mouvement citoyen parce que c'est extrêmement rassurant pour tous ces particuliers. Le fait d'être cette masse a fait que des gens plus aisés, plus fortunés, ont fait confiance au projet et ont dit « moi, je veux aussi aider ce projet parce que je le trouve beau, fou, il y a des valeurs ». Enfin, il y a plein de choses. Il y a des jeux psychologiques comme ça qui vont jouer. Donc, par exemple, s'il y avait eu de la lucrativité, est-ce qu'on aurait touché les citoyens? C'est pas dit. Personnellement, je pense pas. Peut-être qu'on aurait eu plus facilement accès à des gros montants financiers, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est quand au sein de tes actionnaires, tu as ceux qui viennent pour l'impact et ceux qui viennent pour le rendement financier. Comment tu fais dans une assemblée générale quand on te demande de trancher entre plus d'impact ou plus de retours financiers? C'est le bordel, parce que tu vas avoir deux camps. Et donc, tu vas diviser aussi, fracturer ton unité dans la recherche de ce qui est fait. Et donc, je pense que ça pose des problèmes à moyen terme, le fait d'avoir cette rentabilité financière dans un projet à impact. Ok. Peut-être un dernier mot pour peut-être essayer de convaincre, ou pas seulement de convaincre, mais essayer de dire aux autres pourquoi en fait ils devraient mettre ce système en place dans leur entreprise ou créer une autre entreprise qui fasse la même chose. Alors, je pense que c'est un choix déjà très personnel des dirigeants et dirigeantes. À mon sens, moi personnellement, c'est un truc qui m'a beaucoup fait flipper quand j'étais gamin ou ado, l'entreprise. Tu vois, j'avais plutôt l'impression que ça rendait pas vraiment les gens heureux. Soit les gens étaient très stressés dans tous les top management, soit ils étaient un peu malheureux et si on les utilisait pour faire des trucs chiants, quoi. Et donc, l'idée qu'il puisse exister des entreprises qui sont là pour
œuvrer à améliorer une situation et que ça puisse être quantifiable, mesurable, etc., c'est hyper intéressant. Dans les milieux associatifs, je fais beaucoup d'associatifs, c'est un vrai problème quand tu as tes subventions qui se barrent, parce que du coup, tu as tout ton projet qui se pète la gueule et tous tes bénévoles qui se retrouvent presque à être là pour trouver de l'argent plus qu'à faire ce pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire avoir de l'impact. Donc c'est une vraie limite aussi. À mon avis, ça serait extrêmement intéressant, effectivement, d'aller titiller des sociétés dans des domaines. Tu vois, tu pourrais avoir, je sais pas, on dit le plastique, tu pourrais. Les gens veulent du coca, en fait, s'en foutent de la bouteille. Mais si tu fais le même coca dans une bouteille biodégradable et au même prix, voire limite moins cher, en fait, les gens qui veulent boire, il y a des chances qu'ils viennent acheter ton truc. Et pourtant, tu as joué avec les mêmes outils capitalistes. Et tu peux réussir à faire des prix peut-être mieux parce qu'il y a moins ce besoin du profit et de la croissance économique à tout prix, une stabilisation du projet, etc. Et je suis sûr que ça forcerait presque des gens des anciens systèmes à revoir un petit peu aussi leur modèle. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a une course effrénée sur ça, mais et un des slogans à Time, c'est de dire la façon dont on utilise son argent détermine le monde dans lequel on veut vivre. De façon cynique, l'argent, c'est un bulletin de vote. Et donc, bah ouais, à la fois là où tu vas investir et sur le pourquoi et là où tu vas travailler, tu peux changer beaucoup de choses, ouais, c'est sûr. On va finir par cette phrase. Je te remercie beaucoup, Nicolas. J'espère que ça aura aidé à comprendre la non-lucrativité de l'entreprise et son intérêt pour la transition écologique. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je t'en prie. Merci.